À 9300 km de Paris, au large de Madagascar, La Réunion est une île volcanique de 2500 km², au relief et à la nature exceptionnelle. À Bois-de-Nèfles, dans les Hauts-de-Saint-Paul, Martine et Mongy cultivent leur passion du café. Un peu plus bas, près de Saint-Gilles, le théâtre créole vit de belles heures grâce à Lolita, une jeune metteuse en scène pleine d'énergie. Les tortues marines n'ont plus de secret pour Stéphane, qui les soigne au centre Kélonia à Saint-Leu. À Saint-Denis, Boogie et Kid Créole graffent les vieux murs de la ville et c'est de la bombe. Le mobilier urbain 100% écolo, c'est l'affaire de Jean-François, l'expert du bois de goyavier. À Sainte-Suzanne, dans l'Est, escale botanique et aromatique avec Bertrand, affineur de vanille Bourbon. Enfin, au cœur du cirque de Sillaos, Philippe nous dessinera l'arbre imaginaire de ses passions artistiques. Première étape de notre tour de l'île de la Réunion, l'ouest, où des Hauts-de-Saint-Paul, nous descendrons vers le littoral de Saint-Leu. Intacte et majestueuse, la nature explose dans le cirque de Mafat. Une sorte de monde perdu, inaccessible aux voitures, d'où jaillit impétueusement la rivière des Galets, un chemin qui nous conduit naturellement dans les Hauts de l'Ouest. À La Réunion, les Hauts se distinguent du littoral où vit l'essentiel de la population. À l'ouest, sur une large bande située entre 600 et 1000 mètres d'altitude, ils offrent un terroir idéal à la culture du café. Du côté de Bois-de-Nèfles, pour Mongy, c'est le temps des cerises. Oh là là, regardez-moi ça. Ça, c'est de la fève, ça fait plaisir au toucher. Voyez. Ah, bon, c'est le plaisir. Un petit café dans la vie. C'est exactement pareil qu'une cerise qui existe en métropole, qu'on mange, quoi, qu'on consomme. Tandis qu'ici, bon, et vous voyez la graine? Eh ben, c'est le café, donc vous avez deux en un, le fruit et le café avec, quoi. Très bon. Depuis une douzaine d'années, Mongy exploite un petit hectare de Bourbon pointu, la variété locale de café. C'est un petit terroir parce que bon, on est côté, on a l'autre côté la grande ravine, là, les grandes rivières, quoi. Ça apporte plus de pluie, plus de brouillard, plus d'humidité, ce qui permet un meilleur développement au café. Il ne subit pas l'ensoleillement total, quoi. On a un petit peu plus d'eau, ce qui permet aux fruits d'être vraiment arrivés à sa totale maturité, comparé à des zones des bas où il y a tellement eu de soleil, que le café est mûr au bout de 6 mois. Et nous, on va jusqu'à 8 à 9 mois. Vous voyez, bon, bah, c'est un petit peu l'effet terroir aussi, quoi. Parce qu'il est fini. Voilà, il peut se reposer jusqu'à demain. Et il y en a même dessous, hein. Attention, hein, parce qu'il faut soulever. Moi, à l'époque, quand j'avais des gens qui venaient, les premiers, je leur dis, c'est comme une femme, on soulève la robe et on arrive à trouver les cerises mûres. Bon. C'est marrant, ça. Venez voir ça, regardez-moi ça, là. Vous avez toute la généalogie de la graine de café, là. Vous avez la fleur, qui n'est pas encore ouverte, dans 1 ou 2 jours. La petite graine ici, la toute petite, là, qui a à peu près 1 semaine. Celle-ci, elle a 15 jours à 3 semaines. Et là, à côté, à peu près 2 mois, 2 mois et demi à 3 mois, 4 à 5 mois, 6 à 8 mois, et presque mûr. Donc, ça va être un roulement continu, quoi, la récolte. Mongy et Martine, son épouse et associée, forment un duo détonnant. 2 secondes, s'il te plaît. Fais ça comme il faut. On est ensemble depuis 20 ans. On a toujours travaillé ensemble, quasiment, hein, bien avant qu'on se mette à faire du café. Donc c'est vrai qu'on se connaît un petit peu beaucoup.
Donc, là, on met ici, c'est une dépulpeuse. Hein. Vous mettez les cerises de café, donc on va avoir le café qui va être juste séparé de sa peau. Donc, on va mettre en marche. Dis top. Vas-y, mets en marche. Chez Martine et Mongy, la production reste très artisanale, un gage de qualité pour ces amoureux du bio. On va laisser le café comme ça, hein, à peine sous eau. Et on va le laisser en fermentation. Elle permet de faire partir le gluant hein, qui sont sur les graines de café. Donc là, ça va fermenter en général entre 12 et 24 heures maximum. On produit à peu près 200 kilos de café fini par an. Sur les 200 kilos, on met à peu près 100 à 120 kilos en vente et 80 kilos qu'on consomme. C'est vrai qu'on consomme énormément. C'est vrai donc que... on est les plus gros consommateurs de Bourbon Poitu à l'œil. Bah oui, ça fait quand même... Hein. T'en trouves? Bah oui, il y a énormément de cassés là. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas y faire? Là, c'est un petit tri qu'on fait toujours parce que c'est comme un fruit qui est à moitié cassé, quoi. Si vous coupez une pomme en deux, vous ne pouvez pas dire que vous mangez une pomme. Donc ça fera que la demi-pomme. Ben, c'est pareil qu'un... Oh, tu exagères, toi j'explique, elle se marre. De la graine cassée, c'est qu'elle, déjà, elle a plus, sa coquille, elle est plus cachée. Donc, elle va commencer déjà à fermenter parce qu'il y a quand même de l'eau et du sucre dans ta graine. Donc, ça va développer une fermentation qui va venir attaquer les autres graines, rien que point de vue odeur. Donc, en finalité, ça ne donne pas un bon goût au café. Voilà, ça aurait été plus simple de le dire comme ça. Un café que le couple torréfie lui-même est aujourd'hui distingué par certains grands chefs de la métropole. Une récompense après de nombreux efforts. Le café nous tient... Passionnément. Oui, nous tient passionnément. Ouais. Passionnément. Il y a des moments de découragement, au moment où on se retrouve avec énormément de travail. Mais sinon, non, en fait, on aime vraiment ce qu'on fait. Donc du coup, c'est plus gratifiant que décourageant de continuer à travailler que de se plaindre tout le temps. « 400 mètres plus bas, du côté de Saint-Gilles-les-Hauts, la Cascabar se prépare pour une représentation théâtrale des plus inédites. Celui-là, ici, la porte là-bas, le verre au milieu. Qu'il vous déplaise de me rembourser. Sous la direction de Lolita, une jeune metteuse en scène réunionnaise, vont se jouer 2 pièces de Tchekhov en créole. Il faut oser amener le public dans la cour, comme on dit ici chez nous, essayer de faire en sorte que les gens, s'ils ne viennent pas au théâtre, dans le lieu du théâtre, eh bien, ils viennent dans des lieux comme ici à Cascabar, où c'est en extérieur et ils sont à côté de chez eux et ils se déplacent pour venir voir les pièces de théâtre qu'on propose avec Sakidi. Excusez-moi, monsieur, moi la pas cause langage sans moi, moi la cause claire. Ou va gagner de l'argent comme mon colombe va renier. Sans vous même, mi cause madame pas son mot de colombe, mais qui bourrique esquisse mon causé, qui bourrique ou même il fait son mot de colombe. Excusez-moi, monsieur, moi n'a pas l'habitude de ce façon de causer, ni ce façon gros jabot. M'écoute, piou. Traduire les textes de répertoire, les textes d'auteurs au créole, c'est une façon pour moi de valoriser notre langue, de dire quelque part que notre langue est belle, qu'elle est poétique, qu'elle est riche, qu'elle est capable, elle est à la hauteur de traduire des textes comme Shakespeare, comme Tchekhov, comme plein d'autres. Mon fan Goni l'a levé, la monte à ballon, la cap jusqu'à. Essayer de faire en sorte que cette langue continue à vivre en réinventant d'autres mots et en essayant d'aller chercher à chaque fois toute la finesse de cette langue. Il faut tiens body comme ça. Sonzier, c'est un famille mettre à moi. Comme ça?
Je pense par l'histoire de notre pays, par l'histoire de notre langue qui a été souvent une langue dévalorisée, bafouée, interdite. C'est une façon de, quelque part, de dire que cette langue est toujours vivante et elle va le rester. Et c'est à nous, Réunionnais, à nous, artistes, de faire en sorte que cette langue continue à exister. Bâtarière! Mais déteste ça où? Seigneur Zézi, à l'informe, moi j'ai jamais vu ça. Tire! Sinon ça m'y tire! Eh ben tire! Aujourd'hui, le créole, avec tous les moyens de communication qui existent, etc., nous perdons quelque part la richesse, les racines de notre langue. Et je consulte souvent mes pairs, Daniel Waro, Alain Armand, et j'essaye, moi, d'aller toujours chercher un créole qui est relevé. Essayer de retrouver des expressions que nos grands-parents utilisaient et qu'aujourd'hui on a perdues. Monsieur, comme on a où aller, ben, où ça va, on n'a pas... Silence! Et on sent quand le public écoute et qu'il réagit sur des expressions, ils redécouvrent leur langue. Et ça, c'est un vrai plaisir pour moi de voir combien les gens sont heureux de réentendre des expressions qu'ils n'utilisent plus. Tu manques comme un rien que ça même, hein? Demain, mes doigts payent mon bon intérêts. Nous l'en en pleine coupe. Et à la ou pas de c'est jamais moi va pardonner moi ça. Hein? Arrière! Tu es beau secteur, mais déteste ça! Le sabbat! Après le spectacle, c'est le temps du kabar. Le kabar, c'est populaire, on est entre amis, on a un rouleur qui est notre instrument emblématique de la Réunion qui fait rouler le maloya. Il faut dire que le maloya, ça a été une danse où les esclaves, ne pouvant pas communiquer, ils chantaient. Quelle que soit leur altitude, les Hauts de l'Ouest gardent toujours un œil sur l'océan en contrebas. Le littoral de la Réunion court sur un peu plus de 200 km. La côte sous le vent, elle, est le territoire des récifs coralliens, inexistants ailleurs, des déferlantes et des quelques plages de l'île où il ne pleut que rarement. Le soir amène la brise de terre descendue des montagnes. Avec le jour, souffle la brise de mer qui vient rafraîchir la côte et les cultures des hauts. Des cultures qui, chez François, sont d'un genre bien particulier. Aux côtés des arbres fruitiers et des rangs de légumes, une large place est réservée aux plantes médicinales et aromatiques. Plus de 200 espèces au total dont il distille une partie. Un héritage familial. J'ai grandi pendant les vacances devant un alambic comme ça. Mon père il a fait ça pendant 50 ans, mon grand-père il l'a fait aussi avant et j'ai repris le flambeau. On apprend ça, peut-être plus aujourd'hui, mais c'était... on regardait faire et puis on apprenait. 300 litres d'eau dans la cuve, là. 300 kilos de plantes. Là, aujourd'hui, c'était le Cryptomeria. 3 heures de distillation. À renouveler le lendemain, pareil, 3 heures. Donc, vous voyez, le rendement. Cryptomeria, une huile essentielle pour les massages, pour les douleurs articulaires, musculaires. Très recherché, tout ça. François est ce qu'on appelle à La Réunion un tisaneur, une sorte de guérisseur bio dont les décoctions naturelles sont à même de soigner grands et petits maux. Chaque plante a ses caractéristiques qu'il vaut mieux bien connaître pour les utiliser efficacement. Petite tisane pour la circulation, très appréciée des femmes pour le problème de ménopause, bouffée de chaleur, la fleur jaune.
Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de route et pas d'accès. Donc j'ai dû vivre pendant 10 ans en retrait, donc sur le terrain, avec les plantes qu'il y avait, avec les personnes qui passaient justement pour aller à la recherche de plantes, des vieux, des vieilles là qui montaient, qui étaient tisanières et tisaniers. Donc j'ai appris avec eux, j'ai appris à me soigner moi-même et j'ai soigné pendant le chikungunya des dizaines, des centaines même de personnes qui étaient dans des situations désespérées. Et c'est là que tout a vraiment commencé. C'était en 2006, 2007. À l'époque, l'épidémie de chikungunya, une maladie infectieuse transmise par certains moustiques, a touché près de 40% de la population réunionnaise. Son remède naturel contre le virus a fait de François un tisaneur réputé, au stand duquel on se presse chaque dimanche sur le marché de Saint-Gilles. Pour chaque problème de santé ou de bien-être, François propose des préparations naturelles. Il y a une forme de résistance. Pendant l'esclavage, même, c'était interdit à nos ancêtres esclaves d'utiliser des plantes. Après l'esclavage, période de colonisation, on a vu arriver toute la médecine occidentale et on nous disait que c'était pas bien ça, il fallait mettre de côté. On a quand même résisté. Il y a des familles dans les Hauts qui ont été à continuer à faire ça, continuer à transmettre. C'est depuis des millénaires que les hommes et les plantes sont à faire leur parcours ensemble. Il n'y a jamais eu de produits chimiques dans les milliers d'années que nos ancêtres ont fait le parcours. Là, c'est l'ambaville que l'on est en train de récolter. C'est un petit arbre endémique de la Réunion. On l'utilise pour eczéma, pour psoriasis. C'est le premier arbuste qui est le plus utilisé ici à la Réunion. Zambaville. Conscient des aléas de son activité, François pense qu'elle pourrait néanmoins être une des façons de répondre aux problèmes socio-économiques de l'île. Là, on est en pleine période de sécheresse. On voit bien ces prairies-là qui sont desséchées, là. Un peu de culture de plantes médicinales dans toutes ces friches-là, ça ferait l'affaire de beaucoup de gens qui sont dans l'inactivité aujourd'hui. Je crois fort que demain, on fera de grands projets à travers ces plantes-là dans le temps, et je pense que les jeunes vont venir à ça parce que c'est valorisant pour l'homme et pour la terre, pour les hauts et pour ces espaces inoccupés aujourd'hui. Si je vois ce que les gens disent, ce que les gens écrivent dans un livre d'or que j'ai, je pense qu'il y a une certaine satisfaction de leur côté. Et s'il y a satisfaction de leur côté, de mon côté aussi, il y a une certaine satisfaction. Retour vers l'océan. La biodiversité marine réunionnaise est d'une grande richesse. Sur les 7 espèces de tortues marines existantes, 5 fréquentent les côtes de l'île, à leurs risques et périls. Des accidents surviennent fréquemment. Heureusement, le centre Kélonia à Saint-Leu soigne les tortues blessées avant de les rendre à l'océan. On va lâcher deux tortues ce matin. Il y a Arnaud qui est une petite tortue verte, juvénile, qui fait un petit peu moins de 10 kilos. Et puis on a Slim qui est une tortue kawan. Donc les tortues kawan, c'est des tortues qu'on retrouve uniquement au large. C'est 2 tortues qui ont été pêchées accidentellement par des pêcheurs. Comme c'est des tortues carnivores, elle est venue mordre à l'hameçon qui était posé pour un espadon. Elle a avalé l'hameçon. Dans ces cas-là, ils nous préviennent. Et puis on va l'opérer à la clinique vétérinaire de Saint-Louis pour retirer l'hameçon sous anesthésie générale. Donc le vétérinaire, après une prise de sang, nous a donné le feu vert pour la relâcher en mer. Allez, c'est parti. Salut Slim. Depuis 1996, un suivi des populations de tortues a été mis en place à La Réunion. La pose de balises Argos et des survols de la côte ont permis de mieux comprendre leur nomadisme et d'évaluer leur présence autour de l'île. Les tortues n'y ont pas toujours été bien traitées. Stéphane, le directeur de Kélonia, en sait quelque chose.
Il y a 25-30 ans, les tortues étaient considérées comme de la viande et un petit peu d'écaille pour faire des bijoux. À l'époque, on élevait les tortues pour les manger. Pour moi, ce n'était pas quelque chose d'aberrant puisque je suis né à Madagascar, dans un pays où la tortue se mange depuis des générations. Maintenant, le commerce international des produits de la tortue est interdit. Dans beaucoup de pays, la consommation de tortue est interdite. À La Réunion, en tout cas, c'est le cas depuis le milieu des années 90. Donc on ne peut plus consommer de tortue à La Réunion. J'ai plus du tout le même regard que j'avais il y a 30 ans quand je suis arrivé sur la ferme Corail et sur l'élevage de tortues. La convalescence des tortues au centre Kélonia permet aux scientifiques d'approfondir leurs connaissances sur la biologie des différentes espèces, notamment leur comportement alimentaire. Certains individus sont à prendre avec des pincettes. C'est une tortue kawan, hein, donc c'est du robuste et du solide. Hein. Il faut faire attention dans les manipulations. Voilà. Moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est la cicatrice au niveau du cou. Faire attention au bec. Les tortues kawan, c'est celles qui ont le plus mauvais caractère. La cicatrice se referme. D'ici quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, elle pourra retrouver le grand bleu comme Slim ce matin. Celle-ci, c'est une tortue qui est arrivée sur Kélonia avec un petit moignon sur l'une des nageoires. En fait, on pense que c'est lié à un fil de pêche qui avait entouré la nageoire et qui a entraîné une nécrose de la nageoire. Donc il a fallu amputer la totalité de la nageoire. Donc ça, par contre, c'est une tortue qui restera sur Kélonia parce qu'avec une nageoire en moins, elle est quand même très pénalisée. Et si jamais elle croise un requin, bon, elle aura pas la capacité de s'échapper. Et donc elle restera sur Kélonia. Jusqu'à présent, chaque fois qu'on a pu suivre des tortues qu'on a relâchées, on voit qu'elles reprennent un comportement naturel, entre guillemets, très rapidement. En fait, il n'y a pas d'apprentissage chez les tortues, comme il peut y avoir chez les mammifères. Donc qu'elles soient en bassin ou qu'elles soient en pleine mer, ce comportement, elles l'ont, c'est un acquis. Et donc, il n'y a pas trop de problème à les faire passer quelques mois, voire quelques semaines en bassin et en captivité. La plus belle image que je garde de ma carrière sur les tortues marines, c'est ça s'est passé juste à côté d'ici, à quelques mètres sur la plage qui est devant Kélonia, lorsque, après avoir lancé un programme de restauration des plages de ponte, on a vu avec un collègue de Kélonia une tortue monter sur cette plage pour venir déposer ses œufs, alors qu'on savait très bien que ça faisait au moins 60 ans qu'il n'y avait pas eu de tortue sur cette plage. Voir ces animaux vieux de 110 millions d'années, voilà, creuser le sable, déposer des œufs, reboucher et puis ensuite repartir en mer 2 heures après. C'est vraiment un spectacle exceptionnel. Nous remontons à présent vers le nord de la Réunion, direction Saint-Denis, la capitale, d'où nous partirons pour Sainte-Suzanne, au lieu de la vanille Bourbon. Saint-Denis est une capitale multiculturelle et multiconfessionnelle. À l'image de l'île tout entière où l'on compte 200 à 250 000 Indo-réunionnais, l'hindouisme y tient une place très importante. Arrivés comme esclaves à partir du XVIIe siècle, puis via le système de langagisme au XIXe, et enfin comme immigrés libres, les populations d'origine indienne ont fortement imprégné la société réunionnaise. Diverses, toutes restent très attachées à leurs traditions, en particulier la communauté tamoule. Le calendrier des fêtes hindoues est très fourni. Il varie suivant les communes. À Saint-Denis, au début du mois de septembre, a lieu la procession du Kavadi,
qui achève la fête des 10 jours dédiée au dieu Muruga. Le kavadi est l'occasion pour les pénitents de se faire transpercer le corps et surtout la bouche d'aiguilles en argent. Leur implantation matérialise le vœu de silence et symbolise la victoire du bien sur le mal. L'impressionnante procession, partie le matin de la rivière des pluies, transporte une statue du dieu dans un char, le Ter, vers le grand temple du centre de Saint-Denis. Un temple à l'image de ceux qu'on trouve dans l'état du Tamil Nadu, au sud de l'Inde. La multiplication sur l'île de ces lieux de culte aux pratiques plus orthodoxes traduit un certain recul de l'hindouisme créole réunionnais. À quelques rues du temple, d'autres motifs moins religieux évoquent une réunion plus occidentale que tropicale. Graffiti, tag, peinture murale. Bon bah pas d'esquisse, hein, pas d'esquisse, pas d'esquisse. Autant d'expressions picturales contemporaines dont se sont emparés, avec une vision bien personnelle, 2 jeunes plasticiens, Boogie et Kid Créole. De toute façon, on a un vieux réflexe, c'est qu'on est en ville, on est toujours en train de se jeter à droite à gauche, quelle maison va être détruite ou pas, est-ce qu'il y a des papiers dans la boîte aux lettres, est-ce qu'ils ont coupé le courant. Bah, sinon, on pourrait faire un petit truc vite fait là. Depuis le collège, on a tous les deux une carte mentale de Saint-Denis qui est la nôtre. L'atelier de la ville, c'est... Ouais. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de peindre en grand et le montrer aux gens directement, ça reste très important. En noir ou en blanc? Pas tout. L'image a toujours été produite dans un sens par la métropole, par les Blancs. Les images ont toujours été tropicalisées, cartes postales et compagnie. Et nous, on est dans une île tropicale et tu te dis, bah ouais, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de faire des lettres, en fait, de taguer, de faire des graphes, quoi. Tous les peuples de la zone qui ont nourri le creuset réunionnais, en fait, c'est des peuples aussi qui avaient des codes, des signes, des symboles. Et nous, on a essayé de retrouver ça, et en fait, à force d'essayer de zoomer sur la Réunion, bah, ça te ramène toujours du global. Donc tu zoomes sur la Réunion et tu te retrouves à Madagascar, tu te retrouves en Inde, tu te retrouves au Mozambique. Et après, tu peux étendre aussi cette donnée-là vachement plus grand, vraiment à tout l'océan Indien. On est dans une réécriture en fait d'une mythologie humaine en fait. On met des images sur un inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on fait des dessins et souvent des gens qui bloquent, ils me font « Ah ouais, mais ça me rappelle quand j'étais petit parce que j'avais peur de ça et tout en fait ». C'est que les gens, il y a la tradition orale qui se perd de plus en plus. Et du coup, nous, on remet des images, on fait un remix de tout ça et on essaie de faire ressurgir ça en plein espace public, quoi. J'aime bien me dire qu'en fait cet univers-là, il est autonome, il existe quelque part, et que nous on est juste là pour révéler un truc. On n'est pas les artistes fous en train d'inventer des trucs, quoi. On est juste des catalyseurs, on est là pour retranscrire une émotion par rapport à notre territoire, notre histoire, et on n'est pas... C'est pour ça qu'être à deux et de pas mettre... on n'a pas trop d'ego dans ce qu'on fait, on signe pas non plus. C'est des choses qui flottent comme ça et qu'on fait réapparaître, quoi. Là. On n'est pas là pour se mettre en avant, dire oui, bah, c'est moi qui ai fait ça, j'ai signé. En fait, c'est un contre-coup aussi de notre histoire à nous par rapport au graffiti du tag, de se dire qu'on se détache en fait de cette pratique-là. On n'est pas là pour faire notre publicité à nous, de se dire ouais, y a Boogie, Kid Créole, on signe, on est présent, vous avez vu notre peinture. C'est juste qu'en fait, cette peinture-là, elle existe, elle est juste là. À quelques kilomètres du centre de Saint-Denis, dans une ravine des Hauts,
le Conseil général aménage un sentier de randonnée. Aux commandes, Jean-François, sorte de magicien du bois et constructeur de génie. Pendant les vacances scolaires, j'allais aider mon grand-père à démonter les vieilles maisons créoles. Le fait de l'avoir suivi pendant toute une jeunesse, je pense que ça m'a orienté vers les métiers du bois. Je vis à La Réunion, le bois pour moi, je l'ai derrière ma cour. J'ai pas une notion, aller chez le quincaillier, j'ai une notion, moi, le bois, il est... je vis dans son environnement, quoi. Le bois que travaille tout particulièrement Jean-François, c'est celui du goyavier. Un arbre fort apprécié des Réunionnais pour ses fruits, à la chair fondante et juteuse, mais véritable peste environnementale pour les forêts humides. Il étouffe les arbres. Donc il veut toujours aller plus haut, avoir le soleil le premier. On fait du bien à la forêt, aux autres arbres surtout. On les aère et ils trouvent la place pour se développer, pour pousser. Depuis 2011, fort de sa maîtrise de l'étuvage du bois de goyavier, Jean-François dirige un atelier chargé de créer des infrastructures et du mobilier urbain écologique. Un atelier né d'une véritable volonté politique d'exploiter une ressource invasive au service du bien-être tout à la fois des forêts et des citadins. On a perdu l'habitude de voir un bois qui n'est pas droit. Et le fait que moi je le travaille comme il est, je m'éloigne pas trop de ce qu'il y a dans la nature. Un fagot reconstitué comme ça et déposé dans un milieu urbain, eh ben on va pouvoir dire qu'un petit bout de la nature est apparu dans la ville, quoi. Une nature qui ne cesse de titiller l'inspiration féconde de notre ébéniste. Ce dernier a reproduit à l'échelle humaine les nids des béliers, ces petits oiseaux jaunes originaires d'Afrique du Sud qui confectionnent d'étonnants abris en forme de boule. Des cocons végétaux tout confort destinés aux randonneurs de l'île. J'ai pas d'idée préconçue pour dire là je sais tout. Ma formation n'est jamais finie. Je pense que philosophiquement elle ne s'arrêtera pas. Du côté de Sainte-Suzanne, à l'est de Saint-Denis, commence le territoire de la vanille Bourbon. La côte orientale de l'île est le terroir idéal pour cette orchidée aromatique qui apprécie les climats chauds et humides. La plupart des pieds poussent en sous-bois, car le vanillé apprécie l'ombre. De septembre à décembre, la floraison est une période cruciale pour Bertrand, responsable de la vanilleraie du Grand Asier. Ce qui est passionnant dans la culture de la vanille, c'est que grâce à l'intervention de l'homme, on va pouvoir produire des fruits. La vanille est originaire du Mexique. Et là-bas, il y a une petite abeille qu'on appelle la mélipone qui va féconder naturellement à peu près 5 à 10% des fleurs. Et quand la vanille est introduite à La Réunion, eh bien, il n'y avait pas cette fameuse abeille, donc aucune pollinisation et aucun fruit. Alors la fleur contient les deux organes sexuels mâle et femelle, mais qui sont séparés par une petite languette stérile. Donc on va soulever cette petite languette délicatement pour ensuite appuyer entre le pouce et l'index pour mettre en contact les organes sexuels mâle et femelle. Si je relève ici, les grains de pollen sont partis là et se sont déposés ici. On doit féconder chaque fleur. Une fleur va donner une gousse. La fleur s'ouvre le matin et se fane le soir. Donc on a une seule journée pour pouvoir féconder les fleurs. Il faut donc passer tous les jours dans la plantation, sachant qu'on féconde en moyenne 300 fleurs à l'heure.
Donc si la fécondation était réussie, la fleur va se dessécher mais va rester accrochée à la gousse qui va commencer à s'allonger. Si on a échoué dans la fécondation, c'est ce qui s'est passé ici, la fleur va se dessécher, va tomber directement, donc ça c'est une gousse qui était avortée, qui ne donnera rien. Quand les consommateurs achètent une gousse de vanille, ils n'imaginent pas tout le travail qu'il peut y avoir en fait, derrière. Ils ne savent pas par exemple qu'il faut ensuite 9 mois de maturité sur le pied pour que la gousse soit mûre et prête à être récoltée. Ils ne s'imaginent pas non plus qu'il y a tout un travail d'échaudage, de séchage. Au final, entre le moment où on récolte une gousse de vanille et le moment où on va la vendre, il va s'écouler quasiment 2 ans entre les travaux de séchage. Puisqu'il faut savoir qu'à l'issue du séchage, la gousse ne contient encore que 50% de l'arôme final. Alors on va continuer à développer le parfum en les mettant dans une malle de maturation pendant plus d'1 année. La vanille, c'est un peu comme le vin. Et les arômes vont s'élaborer au fur et à mesure et s'affiner. Jusqu'à présent, à La Réunion, mais aussi partout dans le monde, toutes les vanilles étaient préparées en mélangeant les vanilles de chaque producteur. Et on s'est aperçu, nous, en transformant les vanilles de chaque producteur séparément, qu'en fait, il y avait des différences notables entre les producteurs et entre les terroirs. Et notre objectif est d'essayer de déterminer des crus en fonction des zones de production. Et on aurait par exemple une vanille qui serait plus intéressante pour aller sur un poisson, ou une autre plus intéressante pour aller sur une crème brûlée. Je trouve que c'est assez sympa de voir que l'homme, par moment, peut faire de belles choses uniquement avec 2 petits doigts, féconder une fleur de vanille pour obtenir un parfum aussi délicat et aussi suave. Donc si un petit esclave nommé Edmond Albius n'avait pas fécondé il y a 200 ans manuellement les premières fleurs de vanille, on n'aurait jamais eu de gousse de vanille à La Réunion, mais aussi à Madagascar ou dans d'autres pays. Direction à présent le cœur sauvage de l'île, les cirques de Salazie et de Cilaos, que nous quitterons pour gravir le piton de la Fournaise, en passant par Sainte-Rose. Au bout de gorges étroites et recouvertes d'une végétation exubérante, Salazie dévoile l'un de ses secrets les plus inaccessibles, le trou de fer, vaste gouffre où viennent se jeter plusieurs rivières, formant des chutes parmi les plus hautes du monde. Au fond du cirque, le petit village de Helbourg doit son existence à l'activité thermale qui s'y développa à partir de 1842. Attirés par la mode du changement d'air et des cures thérapeutiques, les classes aisées y élevèrent dans la seconde moitié du XIXe siècle de belles villas créoles au style architectural raffiné. Helbourg est dominé par le Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'île, culminant à 3070 mètres d'altitude. L'ancien massif volcanique, émergé il y a environ 3 millions d'années, s'est fortement affaissé sous l'action de l'érosion. Ainsi naquirent les cirques réunionnais, répartis en trèfles autour du Piton. Au sud s'ouvre celui de Cilaos, de loin le plus encaissé des trois. Établi sur un plateau, à environ 1250 mètres d'altitude, au bout de la vertigineuse route nationale 5, la petite ville de Cilaos trône dans un décor digne de la cordillère des Andes. Un lieu tout en majesté, préservé dans l'écrin du parc national et classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2010. Un environnement exceptionnel qui a fait naître chez Philippe, enfant du pays, un amour inconditionnel pour les arbres ainsi qu'une véritable vocation artistique. La nature elle-même, elle est la base de toute la création. Quand on est artiste, on est obligatoirement en relation avec la nature. Ensuite, on va l'interpréter, on va peut-être la dépasser, on peut aller vers l'abstraction. On est toujours en relation avec la nature. C'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes.
L'imaginaire fabuleux de Philippe a trouvé un mode d'expression plutôt rare, l'eau forte. Une technique de gravure que Philippe a importée à La Réunion où elle n'était pas pratiquée ou même connue auparavant. Je suis quand même un peu bien ancré comme un arbre. À la fois, je suis dans le sol et aussi dans l'air, dans l'espace, dans les nuages. Et c'est ça mon bonheur, c'est que ça me permet de monter très haut dans moi-même avec des pensées, des rêves. Quand je grave, je suis dans les arbres, je suis à travers le feuillage. Et après, je peux redescendre tout doucement pour vivre comme un homme. Moi, je crois qu'avec ce que j'ai réalisé à l'atelier, sur des années, tous mes arbres imaginaires, j'ai communiqué aussi avec ces arbres, avec, comme on dit en créole, avec ces pieds de bois. En fait, je ne grave pas seulement les arbres, j'ai un projet sur les fruits de La Réunion. Donc, je suis en observation directe de la nature. Celui-là, c'est un Jam Rosa qui fait des fruits parfumés, ça sent la rose, quoi. La gravure sur cuivre commence toujours par un dessin précis, transcription fidèle de la vision de son auteur. Je me sers jamais de gomme. C'est un tout, en fait. Quand on commence une œuvre, on est prêt déjà. Normalement, on ne doit pas avoir d'erreur puisque c'est une image entière. Avant de commencer une œuvre, le peintre ou le graveur, surtout, a déjà conçu avec amour ce qu'il va réaliser. On est en transparence à l'intérieur même de ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qui, dans sa tête, s'est déjà réalisé. C'est ça qui est important. Toute œuvre d'art, c'est conçu de cette façon. Et tout ce qu'on a conçu mentalement avant réalisation va se réaliser parfaitement. Le don, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes depuis notre enfance. Alors moi, j'ai toujours dessiné tout seul, mais il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, d'avoir le don tout seul, ça veut dire que ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui est parallèle, qui fait partie du désir de créer, qui est cette vocation-là, qu'il faudra faire éclore. Il faudra travailler pour qu'elle se réalise. Il faut avoir envie de faire les choses. Si on a envie, on peut y arriver. On est dans la passion de ce qu'on a comme image dans sa tête, comme vision. Ensuite, c'est suivant les jours ou les semaines que ça va demander de ce travail-là, à vivre cette aventure-là, qui nous sera restituée au moment du tirage, qui est un moment fabuleux. C'est tous les rêves qui sont visibles tout d'un coup en entier. La magie de sa création personnelle quand on est en contact avec son monde intérieur, c'est un équilibre parfait et on n'a besoin de rien d'autre que ça. Se découvrir soi-même et être en harmonie avec soi-même. Nous quittons l'éblouissant cirque de Cilaos pour un détour par la côte au vent, à l'est, à Sainte-Rose plus précisément. Les vestiges de l'ancienne usine sucrière de Ravine glissante rappellent que la Réunion, comme les Antilles, a été dès l'arrivée des Européens vouée à la culture de la canne à sucre. Une ruine qui est emprisonnée dans la végétation transmet une énergie. Et on ne peut pas s'empêcher d'avoir un côté nostalgique à se poser la question il y avait quoi exactement à cet endroit?
pourquoi, s'interroger pourquoi c'est devenu comme ça. Cassim et son association Chantier Histoire et Architecture Médiévale, le CHAM, ont assuré depuis 2011 la restauration de ce lieu de mémoire. Une intervention d'abord réclamée par les populations riveraines. Preuve que l'héritage douloureux de l'esclavage est en passe d'être digéré. Je dis toujours, il faut savoir accepter ces fantômes pour pouvoir construire positivement ce qu'on transmet à nos enfants. À un moment donné, l'enfant métis a besoin de connaître son histoire. Et c'est à nous, parents, de transmettre positivement cette histoire. Outre un volet historique, le chantier de la sucrerie possède également une dimension sociale. Les ouvriers ont été recrutés parmi des publics en réinsertion et formés aux techniques de la restauration patrimoniale. J'ai eu la chance de grandir dans une case créole. Adolescent, j'ai vu cette maison détruite. Du jour au lendemain, toute mon enfance avait été gommée. Et je m'étais dit un jour, si j'arrive à faire quelque chose pour ce type d'architecture, je me donnerai les moyens. Ressuscité, le site pourra devenir un lieu d'échange et de transmission des savoirs traditionnels. Sur la route de l'extraordinaire plaine des Sables, au sud de l'île, l'histoire ni même le temps ne semblent plus avoir de sens. La montée au piton de la Fournaise, le second et plus jeune volcan de la Réunion, se fait à travers les étendues ocre et rouges de son ancienne caldeira. Un univers de désolation, une étendue de scories poussiéreuses, lunaire et superbe. L'arrivée au rempart de Bellecombe, qui domine l'actuelle caldeira dans sa partie haute, marque l'entrée dans le territoire du volcan actif, dont le cratère principal culmine à 2632 mètres d'altitude. Nicolas et ses collègues de l'Observatoire volcanologique de la Fournaise restent constamment sur leur garde. C'est une île qui a une activité volcanique assez intense. On dit même que c'est un des volcans les plus actifs au monde. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours quand on est réunionnais. Et du coup, c'est assez facile de devenir passionné du volcan et passionné de la nature sur le volcan. Donc, devenir volcanologue n'a pas été un sacerdoce, mais malgré tout, ça coulait de sens en ayant grandi ici. Créé en 1979, à 15 km du sommet, l'Observatoire du volcan dispose d'une cinquantaine de capteurs répartis sur le cône et en périphérie. Ils fournissent des données d'ordre sismique, magnétique ou géochimique, des mesures de distance, d'inclinométrie. Un réseau qui fonctionne en continu 24 heures sur 24 et dont il faut constamment analyser les mesures. Sur le terrain, le climat tropical le plus humide de la planète nécessite de constantes interventions sur les différents instruments. L'Observatoire a une triple vocation. D'une part, la surveillance, c'est notre rôle fondamental, celui qui nous tient jour et nuit. La recherche, pour servir la recherche en volcanologie. Et puis, bien entendu, la diffusion, c'est-à-dire la communication autant vers le public que vers les autorités qui sont nos partenaires pour la surveillance. Parce qu'on est les sachants dans cette affaire, on est les experts et à titre d'expert, on doit aider à la décision. La décision étant fermeture de l'enclos juste avant une crise éruptive et évacuation en cas de nécessité pour une route ou encore un village, une zone habitée. Les enjeux prévisionnels sont en effet énormes. Le massif de la Fournaise recouvre 25% du territoire de la Réunion et plus de 200 000 habitants vivent dans l'aire d'éruption du volcan. Haut lieu touristique, son sommet peut attirer jusqu'à 1000 visiteurs par jour. Depuis près de 5000 ans, les effusions de la Fournaise semblent a priori contenues par sa caldeira, la zone d'épandage des laves, orientée vers la mer, loin des grandes aires urbaines. Pourtant, les études de terrain ont démontré que la région de Saint-Pierre, au sud-ouest de l'île,
avait été entièrement recouverte par la lave au début de notre ère. Preuve qu'à La Réunion, la connaissance des mécanismes et de l'histoire volcanique est primordiale et qu'il faut se méfier du volcan qui dort. Il y a toute une approche sur la vie d'une île volcanique comme la nôtre, par exemple, parce que le Piton de la Fournaise est le volcan actif de l'île de la Réunion, mais le Piton des Neiges, qui a grandi à la même vitesse, de la même façon que le Piton de la Fournaise, a aussi une histoire. Donc pour mieux comprendre cette histoire, on regarde le présent pour comprendre le passé. Et on regarde également le passé pour comprendre le futur. Donc c'est un jeu d'échelle temporelle permanent sur lequel on travaille. Donc, que sera le futur de notre rôle sur le volcan ou le futur du volcan tout simplement nous pousse à rester humbles. Puis on fait quelque chose qui nous passionne, donc on est heureux d'être là. Le décor du bureau on dit beaucoup pour nous. Voilà. Sur ce paysage inoubliable, s'achève notre détour par l'île de la Réunion.